Nous sommes au 8e jour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et il est une victime dont on ne parle pas suffisamment, c'est la vérité. L'incident du Tonkin, l'affaire des couveuses du Koweït, le charnier de Timisoara, ou encore les armes de destruction massive en Irak, l'histoire est remplie d'exemples de bobards inventés pour justifier des guerres ou manipuler des opinions publiques. Et cette guerre de l'information, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, est menée des deux côtés de la ligne de front. Et on peut commencer en parlant de l'avant-conflit. Selon les chiffres de la mission de surveillance des Nations Unies en Ukraine, entre 2018 et 2021, 84% des victimes civiles avaient été tuées par des bombardements de l'armée ukrainienne dans les territoires séparatistes. Quelques jours avant l'intervention russe dans le Donbass, les bombardements ukrainiens faisaient d'ailleurs rage dans la région russophone, entraînant l'évacuation des habitants du Donbass vers la Russie, sans que cela ne suscite la moindre réaction internationale. Et à ce propos, vous pouvez d'ailleurs consulter le reportage dans le Donbass de 4 pages d'Anne-Laure Bonnel disponible dans le numéro de cette semaine. C'est la seule journaliste française sur place pour rendre compte des bombardements ukrainiens dans les zones russophones. Ça, c'est fait. Du côté russe, la propagande de guerre n'est évidemment pas en reste. L'équivalent russe du CSA a imposé aux médias de supprimer tous les termes invasion, offensive ou encore déclaration de guerre, ou de faire référence aux pertes civiles liées à l'opération. Cela n'a pas tardé à être suivi d'effet puisque 2 médias russes ont été bloqués par le Kremlin ces derniers jours et que Google a reçu l'ordre de désindexer 1337 adresses de son moteur de recherche en russe. En France et dans toute l'Union européenne, vous n'êtes pas sans le savoir, ce sont les médias issus du groupe financé par le Kremlin Russia Today, RT et Sputnik qui ont été interdits pour cause de propagande. Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir. Ça fait quelques emplois en moins. Je peux le dire ça ? On peut aussi parler du prétexte avancé par Vladimir Poutine pour justifier sa guerre en Ukraine. Le président russe a parlé de guerre de dénazification, à l'image des guerres dites humanitaires lancées par l'Occident en Irak, au Kosovo ou encore en Libye pour imposer la démocratie. Dans son allocution télévisée d'hier soir, Emmanuel Macron a parlé d'une propagande insoutenable. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Mais est-ce si manichéen finalement? Est-ce que c'est si simple? Si on aborde le sujet, vous vous doutez bien que non. Vladimir Poutine fait notamment référence à la glorification du collaborateur ukrainien Stepan Bandera. Et Stepan Bandera est un nationaliste ukrainien notamment à l'origine de la mort de plusieurs milliers de juifs lors de l'occupation nazie de l'Ukraine. Tous les ans, des marches au flambeau par les nationalistes ukrainiens rendent hommage à celui qu'ils qualifient de héros de l'Ukraine. Régulièrement, des rues sont baptisées à son nom en Ukraine, comme lorsque l'avenue de Moscou est devenue l'avenue Bandera à Kiev en 2016. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même salué sa mémoire en 2019. Je le cite, « Il est l'une des personnes qui a défendu la liberté de l'Ukraine. C'est un héros pour un certain nombre d'Ukrainiens. Et c'est normal, et c'est cool. » Alors, est-ce que c'est suffisant pour qualifier l'Ukraine de territoire nazi? Non, évidemment que non. Selon un sondage réalisé en 2021, seuls 32% des Ukrainiens estiment que celui-ci est un personnage qui a eu un rôle positif dans l'histoire ukrainienne. 21% estiment que son rôle a été aussi positif que négatif, avec une répartition géographique très inégale. 70% des habitants de l'ouest du pays ont une bonne opinion du criminel de guerre, contre 11% dans l'est russophone. Un mot tout de même sur le très sulfureux bataillon Azov. La propagande russe fait de ce bataillon l'alpha et l'oméga de l'ADN militaire ukrainienne. Il faut dire qu'il y a des symboles qui ne trompent pas. À commencer par l'emblème de ce bataillon, emprunté à la funeste division Das Reich. Que dire des différentes photos qui tournent sur ce bataillon où les soldats arborent des drapeaux de l'OTAN, des drapeaux nazis. Quoi ? Ou encore cette vidéo prise sur le front de l'Est où les militaires d'Azov font flotter le drapeau du Troisième Reich sur leur position face aux russophones du Donbass. Mais il faut remettre évidemment ces informations dans le contexte. L'armée ukrainienne compte environ 200 000 soldats et ce bataillon représente 4 000 militaires. Difficile de généraliser la situation à l'ensemble des forces ukrainiennes. Et malgré cela, les médias occidentaux semblent être très gênés par cette réalité. Et oui, puisque vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne VA+, que vous n'avez pas encore commenté la vidéo et que vous n'avez pas non plus liké. Selon un recensement du Monde diplomatique, sur 152 articles publiés en France par le journal Le Monde sur l'Ukraine entre le 1er janvier et le 15 février 2022, seuls 5 comportaient le mot nazi. Mais c'était surtout pour dénoncer l'instrumentalisation du sujet par Moscou. Même topo au Figaro, au Washington Post ou encore dans le New York Times. Un exemple symptomatique de cette situation, lorsque la garde nationale ukrainienne montre les soldats d'Azov tremper leurs munitions dans de la graisse de porc pour que les orques tchétchènes musulmans
ne puissent pas aller au paradis. Si Twitter a reconnu que la vidéo était haineuse, le réseau social n'a pas supprimé la vidéo, estimant que la vidéo représentait, je cite, un intérêt pour le public. Comme l'a révélé The Intercept, Facebook va autoriser l'apologie de ce bataillon néo-nazi dans le cadre de l'invasion russe. Allez comprendre. Bon. On pourrait passer la journée à analyser les images sorties de leur contexte. Les vieilles archives utilisées pour illustrer le conflit actuel et susciter l'émotion du public ou la sympathie des opinions publiques. Je pense notamment au quotidien le plus lu d'Allemagne, Bild, qui avait diffusé une vidéo d'explosion en Chine pour illustrer les bombardements en Ukraine. La stratégie de Moscou est plutôt concentrée sur l'action militaire et sur la minimisation de ses pertes. Elle s'élèverait à 498 tués selon le ministère russe de la Défense et à plus de 9000 selon le président Zelensky. Notre armée fait tout pour briser complètement l'ennemi. Près de 9000 Russes ont été tués en une semaine. Alors avec un tel différentiel de chiffres, on est clairement dans du mensonge de guerre. Mais difficile d'y voir clair. Qui dit vrai, qui dit quoi, qui dit ceci, qui... Ce choix de minimiser les pertes tranche avec la stratégie ukrainienne qui voudrait au contraire gonfler les siennes. Et la meilleure illustration de ça, c'est l'affaire de l'île aux serpents. Voici un extrait du JT de France 2 qui reprend sans aucun recul les éléments de la propagande de Kiev. Un dernier acte de courage avant de mourir sous les bombardements. Voilà, sauf que les 13 soldats ukrainiens ont en fait été capturés ou se sont rendus, ce qui est un tout petit peu moins glorieux. Les Russes ne se sont pas privés d'ailleurs de diffuser des entretiens des prisonniers pour servir leur narratif politique et l'Ukraine a fini par reconnaître qu'ils étaient finalement bel et bien en vie. Si le sujet de la manipulation de l'information concernant ce conflit vous intéresse, vous pouvez aussi allez vous renseigner sur l'histoire du fantôme de Kiev, ce prétendu pilote ukrainien qui aurait abattu 6 chasseurs russes, ou encore sur les frappes russes, qui auraient visé le mémorial du massacre nazi de Babyn Yar, mais qui est toujours debout. Depuis le début de ce conflit, chaque jour apporte en fait son lot de fake news en tout genre. On a pu voir que même les médias réputés sérieux étaient à même de diffuser la propagande de guerre des belligérants. Alors restez vigilants, lisez Valeurs Actuelles, abonnez-vous à VA+, à bientôt.